Bonjour à toutes et à tous. Donc, Albin Guillot avec vous et Brice Bernard qui va bientôt se présenter. Donc, Albin Guillot, un des cofondateurs de Solutions Démocratiques. Donc, l'exercice auquel on va se prêter aujourd'hui, on s'y est déjà prêté, d'autres s'y sont déjà prêtés avant Brice. À Solutions Démocratiques, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la rencontre de candidats aux élections municipales pour avoir un échange sur nos préoccupations à Solutions Démocratiques et voilà, sonder comment ces candidats se positionnent vis-à-vis de ces préoccupations dans un esprit voilà, purement de documentation, descriptif, pour que les potentiels électeurs, les potentiels sympathisants de nos préoccupations localement puissent avoir une idée parce que c'est des sujets les sujets sur lesquels on est ne sont pas forcément des sujets qui sont saillants les plus saillants dans les campagnes municipales. Voilà, je trouve assez intéressant d'aller mettre l'accent là-dessus. Donc, Brice, ce que je te propose, c'est d'abord de commencer par te présenter et par présenter ta liste, tout simplement. Brice Bernard, je suis délégué départemental du Rassemblement national de la Savoie depuis maintenant 8 ans. Je suis également conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Je fais partie de deux commissions, économie et la commission sécurité. Et donc je suis candidat depuis donc déclaré en novembre dernier avec la liste Rassemblement pour Chambéry, soutenue par le Rassemblement national. Donc c'est une liste de 49 personnes. J'ai à peu près quinzaine, allez, une vingtaine de personnes qui sont encartées et le reste, c'est une trentaine de personnes qui ne le sont pas, qu'on a rencontrées en porte-à-porte, puisque pour moi, lancer une campagne municipale, c'est avant tout aller voir les habitants de Chambéry. Et puis, par le biais du questionnaire que nous avons fait, 28 500 questionnaires en porte-à-porte, 70% de porte-à-porte dans la ville, on a pu rencontrer différentes personnalités qui ont décidé de se joindre à nous et de porter justement le message que l'on souhaitait pour les Chambériens. Donc, on a fait sur septembre-octobre différentes réunions thématiques. On a 15 chapitres, 200 mesures pour Chambéry. Et puis donc on va le porter pour le 15 et le 22 mars prochain pour les élections municipales. Très bien. Alors, un petit peu de contexte avec Brice, on se connaît depuis 2 ans, parce que Brice était candidat aux élections législatives euh, en 2024 dans la quatrième circonscription de la Savoie, donc qui incorpore Chambéry, et j'étais moi-même candidat, donc on était concurrents, cordial concurrents à l'époque, c'est là qu'on s'est rencontrés, et c'est là qu'on avait même, on s'était déjà prêté à un exercice similaire de rencontres donc à l'entre-deux tours, où on avait fait une petite vidéo où j'avais questionné Brice sur voilà, s'il avait été élu député, quels auraient été ses engagements en faveur on va dire, de la démocratie directe. Et donc à l'époque, donc c'est une vidéo qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'époque, et sur laquelle, ce qui était ressorti de cette discussion, c'était des sujets sur lesquels tu t'étais pas penché de manière approfondie à l'époque, et ce que tu t'étais engagé à faire, c'était, si tu avais été élu, d'organiser un événement à l'Assemblée nationale pour aller plus loin sur la discussion et pour en apprendre plus sur ces sujets-là. Mm, mm. Alors là, le premier set de questions va concerner vraiment la partie démocratie locale. Donc la question c'est si toi et ton équipe êtes élus, que comptez-vous mettre en place pour permettre aux Chambériens d'intervenir davantage, voire de décider directement sur les sujets qui les concernent? Autrement dit, envisagez-vous, avec ton équipe, des formes de démocratie directe à l'échelle municipale et si oui, lesquelles? Alors, merci de me donner la parole sur ce sujet parce que je crois, on en a déjà parlé effectivement, la démocratie, elle s'arrête pas que le soir du premier tour ou du deuxième tour de l'élection. La démocratie, c'est quelque chose de vivant, c'est ce qui nous permet déjà de débattre dans notre société sur des points sur lesquels on peut être d'accord, avec quelques modifications, ou sur lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord. C'est ce qui permet aussi aux uns et aux autres de demander des comptes tout au long du mandat. Et je crois que c'est essentiel. Et ça permet aussi de finalement de continuer à être à l'écoute
des personnes et pas de se réfugier. Je crois qu'on l'a vu au niveau national quand on s'était présentés tous les deux sur les législatives. On se battait contre des candidats du parti présidentiel et avec cette volonté vraiment d'être à l'écoute du terrain. Et je crois que au niveau présidentiel, c'était clairement plus le cas et c'est clairement pas le cas aujourd'hui. Et on le voit dans les différentes contestations. Plus il y a de contestations, moins il y a d'écoute, et finalement c'est un cercle vicieux. Donc pour nous, la démocratie s'arrêtera pas effectivement le soir du 15 ou du 22 mars. On a 4 thématiques qui va nous permettre de petit à petit de continuer à être dans la concertation ou en tous les cas dans l'écoute. La première, c'est que dès le moment où on a un projet structurant, je prends par exemple sur Chambéry le parking Ravet, qui a été fait et qui a été un point bloquant sur la mandature précédente, en tous les cas, qui a été bloquant sur l'élection. On a vu qu'il y avait pas mal d'allers-retours sur ce projet. Et au final, quand on met tout bout à bout, l'ancien maire Michel Dantin l'a dit sur une vidéo, je reprends ces chiffres, ça a coûté plus de 10 millions d'euros aux Chambériens. Donc en fait, il y avait une petite consultation au départ, mais finalement, il y a eu une campagne municipale qui a essayé de tout casser, tout réduire au niveau du projet. C'est peut-être que la concertation a été accélérée, n'a pas été entendue au maximum, et à la fin, bah, tout ça a pénalisé l'ensemble des finances de Chambéry. Donc je crois que c'est important pour tout grand projet structurant de lancer une concertation en amont. Ensuite, c'est des consultations régulières par quartier. Moi, je vais appeler ça des assemblées citoyennes directement par quartier. Ça permettra d'être à l'écoute, non pas comme aujourd'hui c'est le cas, c'est-à-dire des réunions qui sont là pour bah, finalement écouter le projet de la mairie ou le projet du conseil municipal, mais vraiment d'être là pour écouter les problématiques du quotidien des habitants. Ensuite, il y aura toujours le droit d'interpellation aux élus avant le conseil municipal ou même, je dirais, en cours. C'est-à-dire qu'on va recevoir des différents courriers, il faudra bien entendu y répondre. Et ça, je crois que c'est important. Pour tout type de problématique, ça peut être un citoyen qui a des problèmes de logement insalubre, ça peut être un citoyen qui a des problèmes d'insécurité sur son quartier ou même une entreprise qui a des problèmes d'insécurité. Ça peut être tout type de problèmes du quotidien. Et puis, bien entendu, il y a la transparence. Parce qu'il y a l'écoute, il y a la concertation, il y a ce temps de dialogue, mais il y a aussi ce rendu compte. Et le rendu compte, c'est précisément mettre en place les bilans, les chiffres, et permettre à la population d'être informée de toute l'action municipale, non pas à 6 mois des élections ou à un an avant les élections, mais tout au long de l'action municipale. Et je l'ai dit, c'est un engagement que je prends. Chaque année, on fera un bilan de l'action municipale qui est faite et on demandera aux habitants s'ils sont satisfaits ou en tous les cas s'ils ont des mesures, je dirais, de correction à apporter ou s'ils ont des sujets effectivement sur lesquels nous n'avons pas parlé sur l'année en cours et qu'il faudra présenter sur l'année qui suit. Ok. Alors, je t'avais mis en plein écran parce que là, je me remets au milieu, enfin au milieu, à côté, pour passer à la troisième question. Merci déjà pour ces éléments pour le premier set de questions. Alors, sur le troisième set, donc, un aspect qui est souvent peu abordé lors des campagnes municipales concerne les responsabilités nationales des élus locaux. Parce que les maires et les élus municipaux peuvent notamment donc, participer aux élections des sénateurs. Donc ça, c'est un point important qui est de rayonnement national. Et parrainer des candidats à l'élection présidentielle, ce que les citoyens ordinaires ne peuvent pas faire, et sur les parrainages qu'ils peuvent faire dans d'autres pays. Donc on est vraiment sur des responsabilités de niveau national. Et donc pourtant, ces responsabilités sont rarement envisagées, explicitées durant les campagnes municipales. C'est un point qui est, à ma connaissance, jamais abordé. Donc la question, c'est as-tu réfléchi à ces aspects-là donc à la fois, alors, surtout le parrainage à l'élection présidentielle de 2027, et si oui, où en est ta réflexion aujourd'hui? Alors effectivement, c'est des points qui sont pas forcément abordés plus que ça pendant les élections municipales, puisque il y a déjà pas mal de choses à dire. Moi, je vois que sur notre programme, on a 15 chapitres, 200 mesures. Donc, pour faire passer le message, c'est déjà très compliqué. Pour que l'ensemble d'un programme soit donné avec surtout 6, 7, 8 candidatures, c'est effectivement compliqué. Et il peut y avoir, je dirais, une forme de désordre programmatique et on ne sait plus qui fait quoi, qui dit quoi. Et puis, il y a l'intercommunalité aussi qui vient rajouter une strate supplémentaire
et sur lequel ben, on va parler de choses du quotidien comme les transports, les finances, je dirais la partie économique, la fiscalité des entreprises. Et ces points-là sont structurants à l'échelle de la ville, mais aussi de l'intercommunalité. Donc forcément que la partie des sénatoriales, je dirais, passe après. Et puis surtout, les sénatoriales sont divisées en deux puisque cette année, enfin du moins l'année prochaine, on va voter en Savoie, mais il n'y aura qu'une partie du territoire qui pourra voter pour les élections sénatoriales. D'autres ne pourront pas voter. Je rappelle que c'est tous les 6 ans et c'est tous les 3 ans, il y a une élection sénatoriale selon le département. Donc effectivement, c'est pour ça que je pense que à la fois ça intéresse peut-être un peu moins le public, et à la fois on n'en parle pas directement aux élections municipales parce que tous les territoires ne sont pas forcément touchés. Mais ces élections, elles sont primordiales, bien entendu, puisqu'on le voit, c'est un vrai contrepoids avec l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on l'a vu par rapport au pouvoir en place, il y a des choses sur lesquelles le Sénat a pu servir de contre-pouvoir. Alors, concernant les parrainages, bien entendu que je me positionnerai, comme je le fais actuellement en tant que conseiller régional. Et bien entendu, naturellement, mon parrainage ira vers ma famille politique. Il y a une cohérence forcément derrière. On a des élus qui choisissent d'avoir un représentant. Si ce représentant aujourd'hui ne permet pas à son candidat d'être en position enfin, du moins sur la grille de départ, effectivement, ça peut être compliqué par la suite. Donc là-dessus, on a une logique qui est claire. Et puis surtout, c'est une élection qui est extrêmement importante, puisque encore une fois, derrière, on est sur des élections présidentielles, donc le parrainage peut être, encore une fois, un élément soit bloquant pour une candidature, soit permettre au candidat de se présenter et donc de passer le message sur l'ensemble du territoire. Donc c'est extrêmement important. Super, très bien, merci euh, pour ce point-là. Et le dernier aspect, donc le Rassemblement national dispose depuis 2024 dans son programme de la proposition d'un référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. Donc c'est un point qui rejoint une revendication centrale de solutions démocratiques. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle, on était très contents de constater ça quand on l'a constaté. Et d'ailleurs Marine Le Pen s'est exprimée clairement, alors c'était dans une émission, c'était Les Grandes Gueules il y a quelques mois, très très clairement, donc on peut retrouver ça sur YouTube, au sujet du référendum obligatoire. Ce que je souhaite, c'est que l'on fasse une réforme constitutionnelle. Et ce que je souhaite, c'est que la Constitution ne puisse être changée que par le peuple français. Ni par les députés, ni par les sénateurs. Seulement par référendum. Seulement par référendum. Mais d'un autre côté, voilà, l'histoire, on en avait déjà discuté, l'histoire politique française montre que certaines promesses de démocratie directe ont déjà figuré dans des programmes présidentiels sans jamais être mises en œuvre une fois l'élection passée. J'ai en tête François Mitterrand à l'aube de son élection en 1988, qui avait dans son programme, alors c'était pas des programmes, ça n'avait pas la forme des programmes modernes, mais c'était une lettre adressée aux Français dans laquelle il parlait du référendum. À l'époque, c'était d'initiative populaire, à la Suisse, c'est une aspiration dit français, il faut qu'on fasse travailler des juristes dessus. Et il a été réélu, il a eu le pouvoir pendant 7 ans derrière, et on n'a jamais vu la couleur de la moindre mesure de démocratie directe. Donc, fort de ces expériences-là, nous, on se dit, bon, par exemple dans ton cas, une élection à la mairie de Chambéry pourrait renforcer ta place et ton poids politique au sein du RN, voilà, parce que tu serais élu municipal d'une ville conséquente. Et voilà, et la question, c'est à ce titre, quel rôle penses-tu pouvoir jouer à ton niveau pour encourager ton parti à œuvrer concrètement et durablement à la mise en place de ces outils de démocratie directe, et en particulier du référendum obligatoire pour modifier la Constitution? Pour répondre clairement, dès le moment où le parti au niveau national fait une proposition qui est appliquée par la suite, je pense qu'il convient de l'appliquer déjà d'un point de vue local. Il n'y a pas de rétention en disant finalement nous ça ne nous touche pas sur le local. Donc je crois qu'effectivement la ligne politique qui est au niveau national, elle doit être incarnée ici en local. Et après, on doit servir de modèle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on gère une ville de 60 000 habitants et donc qui rayonne sur une intercommunalité, l'idée c'est aussi de l'appliquer en local
on voit trop de problématiques locales. Par exemple, là, j'ai le document de la Cour des comptes sur la communication des collectivités locales. Il y a des collectivités locales qui respectent les choses en la matière, d'autres qui ne le respectent pas du tout. C'est-à-dire que la partie de la communication de la ville est aujourd'hui mise entre parenthèses et déléguée directement au service du cabinet du maire. Je crois encore une fois que ça va pas dans le sens de la bonne concertation. Et puis, je dirais, il faut pouvoir entendre les maires de petites communes, surtout au niveau de l'intercommunalité, qui sont très souvent, trop souvent écrasés. Donc, encore une fois, ce principe, je dirais, d'écoute, de représentation locale, ou en tous les cas, de demande de référendum, on doit pouvoir l'appliquer aussi au sein de sa structure avec les maires de petites communes. Parce que c'est trop facile de balayer du revers de main les demandes aujourd'hui d'une ville comme Vimines ou comme Saint-Cassin, parce que bah, finalement, c'est une voix dans l'ensemble de l'intercommunalité. Il faut à la fois que des maires soient représentés, ces maires de petites communes, mais aussi des habitants de ces communes, et qu'ils puissent justement interpeller à la fois l'interco, mais aussi leur mère en direct. Donc, je pense qu'il faut appliquer les choses que l'on dit au niveau national et qu'on puisse le faire au niveau local. Ok. Alors, mais écoute, merci Brice. J'en ai terminé Merci. pour mon ensemble de questions.